Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver comme chaque jeudi en direct de la station régionale de Béchar. Bien sûr, nous sommes le jeudi 23 octobre 2025 et nous allons avoir l'honneur et le plaisir de vous accompagner pendant 1h30 jusqu'à 9h30. Alors restez avec nous, on retrouvera notre premier invité juste après ce jingle. Et l'invité de cette matinale est le professeur Messafer. Bonjour, bienvenue professeur. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Nous allons justement parler des épidémies, de leur apparition, comment se propage-t-elle, comment faire pour justement faire face. Alors pour commencer, j'aimerais bien avoir une petite définition d'épidémie et quand est-ce qu'on parle d'épidémie. Alors tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Alors, les définitions de l'épidémie. Alors, une épidémie se définit par l'augmentation de nombre par rapport au même temps et les mêmes personnes. C'est-à-dire, l'année passée, on a eu 10, cette année, on a 12. Dans le même corps, le même lieu, c'est une épidémie. Et parfois, une épidémie, elle peut se déclarer quand la maladie, elle est rare ou éradiquée, et un cas, c'est une épidémie. Voilà, justement. Et quand il s'agit d'une structure close, internat, un cas de méningite est une épidémie. Voilà, donc, ce n'est pas en fonction du nombre de malades, mais voilà, de la situation, un seul cas qui pourrait engendrer justement une situation de crise et se considérer comme épidémie. Alors, comment apparaît une épidémie? Bon, généralement, une épidémie, elle commence avec une douceur silencieuse. Et puis, quand il y a une succession de cas, donc l'examinateur, il va être son attention à attirer. Il va appeler généralement les autorités pour au moins connaître ou cerner le problème. Et puis, elle commence l'enquête épidémiologique tout de suite. Voilà. Alors, étant épidémiologiste, il y a forcément des méthodes pour cerner l'épidémie, pour ne pas qu'il y ait une propagation du virus ou de la bactérie. Surtout quand c'est des choses aériennes, aérosols, voilà, qui se propagent rapidement. Généralement, c'est toujours après le cas référent. L'épidémiologiste commence à faire l'enquête et à éliminer certains indicateurs, parce que généralement, au début, les données sont données en brut. Donc, il commence à sélectionner les indicateurs et en fonction du malade référent, ils commencent à chercher la piste. Justement, ils établissent une sorte une méthodologie pour éliminer toutes les trucs. Une sorte d'enquête auprès des malades, des gens qui les ont côtoyés, pour cerner justement la méthode justement de faire face pour ne pas que ça se propage. Il faut toujours cerner le problème, c'est-à-dire il y a une action qui est urgente, d'accord, pour un peu arrêter ou minimiser les dégâts. Et puis par exemple, on va donner des exemples. Par exemple, un exemple, quand il s'agit de cas de méningite dans une prison ou dans une internat. Alors le cas référent, il s'agit d'une méningite, on fait la paix, on traite, on s'en occupe des cas, et tout de suite on va aller à la cellule où habitent les cas. C'est-à-dire on va faire, si vous voulez, un dépistage, voir l'examen, tous les restes qui sont avec la cellule, et donner un traitement préventif. Les mesures de quarantaine, par exemple, oui, ça dépend le port des masques. Si la maladie elle est interhumaine, on fait une quarantaine. C'est parfois, elle est due à autre chose, donc l'isolement n'est pas indiqué. Alors, l'Algérie a connu pas mal d'épidémies tout au long de son parcours, depuis l'indépendance à ce jour. Il y a eu pas mal d'efforts fournis dans ce sens par l'État justement pour combattre les épidémies. Quelles sont les épidémies qu'a connues l'Algérie et puis les efforts fournis par l'État algérien pour faire face? On va aller un siècle en avant, c'est la grippe espagnole a fait ravage, des centaines de millions, des millions de décès, de personnes. Et puis, il y a au fur et à mesure, il y a des épidémies de choléra, de fièvre typhoïde et tout. Alors, les dernières, il y avait une choléra 87, 95, diphtérie. La pandémie de Covid, c'est l'exemple l'idéal. Et puis, voilà. Donc, alors, déjà, la diphtérie a fait son apparition dans les années 90, 93, 95. L'origine, c'était la lutière. C'était ça, les nomades. Les nomades, déjà c'était à Tamanrasset. Et généralement, c'est des gens qui ne sont pas vaccinés. Quand on fait l'enquête,
On trouve que c'est les gens qui ne sont pas vaccinés qui sont... c'est la source. Qui mettent leur vie et la vie des autres en danger, voilà, justement, d'où l'intérêt de se faire vacciner à temps et faire les rappels aussi. Oui, oui. C'est grâce à la vaccination qu'on a vu déjà un pas remarquable dans le cadre de la prévention. Quelles sont les épidémies les plus dangereuses à partir de votre poste justement d'épidémiologue? Il y a des épidémies qu'on arrive à cerner facilement, mais il y a d'autres peut-être qui sont un peu plus difficiles. Généralement, les pathologies virales, elles sont un peu... parce qu'il y a la mutation du virus et il n'y a que la vaccination qui peut limiter, qui peut faire face à cet événement. C'est pour ça que toutes les pathologies virales posent un peu problème. Prenons le cas de Covid. S'il n'y avait pas une rapidité d'apparition des vaccins, oui. il y avait un ravage et un décès énorme. D'ailleurs, avec la vaccination. Avec ça, il y a eu un nombre important de décès. Le temps de connaître, il y a la prévention, des mesures préventives qui étaient imposées, mais le rôle de la vaccination, il est inévitable. Je pense qu'après la peste noire du XIVe siècle, la pandémie Covid a fait le plus de ravages les dernières années. Plus que la peste. Et on a connu une épidémie de peste 2004 ou 2005 à Kihel, la wilaya de Temouchet, que un cas, c'était une épidémie. D'ailleurs, on s'est étonné. Voilà, donc on peut pas s'en passer de la vaccination. Alors, les vaccins, à quel âge devons-nous faire nos vaccins, mis à part, bien sûr, les vaccins connus de 1 an, les trois fois, puis à l'âge de 6 ans, 12 ans, mais... Généralement, mis à part le PEV, le programme élargi de vaccination qui ne concernait pas l'enfant dès sa naissance, le nouveau-né dès sa naissance, son carnet de santé. Le JJ1, avec son carnet de vaccin. Il y a la vaccination de rappel, il y a des rappels. Et puis, il y a à l'âge de 6 ans, donc c'est des classes cibles, 6 ans, la première année primaire, première année moyen, et la première année secondaire. Donc là où il connaît là, c'est la médecine scolaire qui s'en occupe. Oui, la médecine scolaire, c'est les UDS qui s'en occupent de la vaccination de ce type de... Donc, quand l'enfant est scolarisé, on n'a pas besoin de trop se soucier. Maintenant, quand il n'est pas scolarisé, surtout les zones lointaines, les nomades, les gens qui vivent à l'extérieur, hors agglomération. Dans notre temps actuel, vu que la scolarisation est obligatoire, pratiquement la totalité, parce que c'est une population représentative, donc tout le monde est scolarisé, sauf un pourcentage qui est faible, pour ne pas dire 0, parce qu'il tend vers 0, qui ne sont pas vaccinés. Généralement, c'est les nomades qui Et c'est ça qui cause problème, justement, mais parce que... même les nomades, ils sont scolarisés. La preuve, voilà. Le bachelier qui a eu la meilleure note était un nomade. Exactement. Donc, ça veut dire que les nomades sont scolarisés. Automatiquement, ça veut dire qu'ils sont protégés, ils sont vaccinés. Voilà. Tout à fait. Alors, les signes d'une pandémie ou d'une épidémie? Alors, on parle d'une pandémie quand elle touche au moins 2 continents. On parle de pandémie. D'accord. Voilà, donc c'est... Donc, c'est une épidémie qui s'élarge vers d'autres continents. Au niveau de continents, donc 2 continents, on peut parler d'une pandémie. Et puis une épidémie, ça touche une partie de la population, quand le nombre il est excessif par rapport à l'année passée. Et parfois, le problème, il réside dans un lieu bien précis, ce qu'on appelle une endémie. C'est-à-dire une endémie, c'est... D'accord, c'est plus restreint. Voilà, il dort le virus, et quand il se réveille, il fait une épidémie. Voilà. D'accord. Alors, les recommandations, justement, pour faire face de manière générale, la bonne hygiène de vie, par exemple, comment une personne pourrait, mis à part la vaccination, bien sûr, mais pour ne pas en arriver jusqu'à la maladie. Généralement, les mesures préventives se résident à la propreté corporelle, quotidienne, c'est la maniportée. Généralement, c'est les mains. Les mains qui sont, dans la plupart, source de contamination. Il faut toujours laver les mains. Oui. On dit pour ne pas ramener ou pour porter une infection, il faut laver 30 fois les mains. Donc c'est pas facile, 30 fois les mains. Donc c'est pas facile.
C'est pour ça qu'on risque d'être... Justement, la pandémie Covid a quand même fait apprendre de bonnes des bons manières. trucs, oui, Oui. des bonnes manières. Donc les gens ont appris quand même à porter le masque quand ils sont malades ou Voilà. alors Et quand puis- ils vont dans des endroits Puis douteux. l'utilisation des trucs jetables aussi. Voilà, les savons liquides, tout ce voilà. qui est... C'est des bonnes habitudes. voilà. Malheureusement, on commence à les perdre maintenant parce qu'on constate que Pas vraiment, mais ça reste quand même les le séquelles. jetable il disparaît. Et donc, Mais ça reste quand même les recommandations oui, à tenir donc, oui, de manière oui, générale. c'est important. On a l'impression que les épidémies apparaissent généralement en hiver. Est-ce qu'il y a une relation avec le climat? Oui, parce que c'est en entente, pas en hiver, c'est en entente parce que il y a le déplacement des virus. Généralement, on entend toujours on aura un pic de méningite virale, Oui. d'accord. Et puis même les insectes, il y a le vent qui les ramène. Donc le climat, il joue un rôle dans cette ascension de cas de maladies. Et puis il y a On aussi appelle des les symptômes parfois qui se ressemblent entre... Oui, comme la fièvre, elle est commune à pratiquement Voilà. à toutes les Donc une pathologies. simple grippe pourrait faire Sauf le référence. choléra qui n'est pas, il n'y a pas de température, mais généralement la fièvre, les frissons. Et puis maintenant le tableau il est modifié parce que Voilà. on a un petit problème. Avant on voyait le malade brut quand on parlait de fièvre typhoïde. On voyait le malade avec son plateau de température, un malade sale, l'abdomen qui est un peu élastique. Mais maintenant, non, parce que quand on a un malade qui vient consulter, il a déjà pris des antibiotiques. Oui. Et cette prise d'antibiotiques va nous fausser le diagnostic. Il est difficile parce que tout est décapité. Donc, on n'aura plus la température en plateau, on n'aura pas la symptomatologie digestive. Donc, il est un peu décapité et le diagnostic il est un peu difficile. Dieu merci qu'il y ait les examens complémentaires qu'on à peut fait. faire ou les bons cultures. Mais avant, c'était la symptomatologie, elle était parlante. C'est-à-dire, un bon examen physique, on pouvait se limiter à un ou deux diagnostics. Maintenant, c'est un peu difficile parce qu'il y a la prise, l'automédication des antibiotiques et ça fausse un peu le diagnostic. Justement, c'est difficile aussi pour le malade parce qu'il fait référence à d'autres maladies. Peut-être qu'il est atteint d'une épidémie, mais il pense avoir une simple grippe, un simple rhume, et voilà. Justement. Ça n'alerte pas oui. forcément les premiers jours. Oui, il y a des maladies qui ont le syndrome grippal et qui fait un peu fausser le diagnostic. Ils pensent que c'est une simple grippe ou un rhume, Oui. alors que la maladie, elle est sérieuse. Et c'est là le problème qui se pose. Plus ça traîne, plus il va être en contact avec d'autres personnes, Voilà. plus ça va se Justement. propager. Justement. Votre rôle, justement, en tant qu'épidémiologue dans la sensibilisation? Ben, il ne faut rien négliger, il faut avoir une hygiène quotidienne. D'accord. Il faut respecter le calendrier vaccinal pour chaque Surtout. personne. Ça, c'est très important. D'accord. Il faut donc Les rappels, on a autosurveillance. tendance à les oublier. C'est-à-dire, à partir de l'âge enfant, arrivé à l'âge adulte, il n'y a pas forcément les rappels. Non, les rappels ils se font au niveau de la scolarisation jusqu'à... Mais au-delà de la scolarisation, justement. Oui, ça c'est le rôle de médecine de travail qui normalement qui doit exiger la vaccination pour les travailleurs, le contrôle périodique. Chaque il 10 est ans, important. chaque 10 ans. Normalement, comme le DT, c'est le rappel tous les 10 ans. Tous les 10 ans, une injection. Donc voilà, c'est facile. Une fois il y a par aussi décennie, l'hépatite c'est B pas... aussi. C'est important. Pardon? L'hépatite, Oui. l'hépatite B, c'est important parce que dans le domaine professionnel, une protection, elle est nécessaire. Voilà. Mais est-ce que garder l'anonymat contribue quand même à sensibiliser? Parce que parfois, dans le milieu professionnel, on a tendance à garder ça comme confidentiel et la personne ne prend pas forcément ses mesures au milieu du travail. Alors, comment faire, justement? Non, pour la vaccination, il n'y a pas d'anonymat. Non, mais je ne parle pas de l'anonymat. C'est-à-dire La au milieu personne du qui est atteinte travail, de voilà, maladie. elle est atteinte, mais elle est en contact direct avec ses on collègues. est obligé de garder le secret médical Voilà. pour ne pas léser la personne malade ou infectée. Mais ça, Donc, si avant... le malade n'est pas vraiment conscient, il peut être en contact direct. Non, mais oui, les maladies, dans le temps, on avait un peu peur des maladies HIV+. Oui. Mais maintenant, il n'y a pas de problème parce que la contamination, elle est évidente et on sait les voies de contamination. On peut manger, on peut s'asseoir, on peut dormir avec un HIV+, il n'y a pas de problème. Hein. On peut l'embrasser. Oui, mais l'hépatite C.
L'hépatite C, oui aussi. L'hépatite C, elle a ses voies de contamination. Il y a l'hépatite B, oui, la voie digestive qui est un peu négligée. Voilà, Ils quand pensent ils que la mangent dans voie, une va la assiette, sexuelle, par donc exemple, ça c'est un risque, oui, c'est un risque Par qui est exemple, pour négligé. notre région, on a l'habitude, les 3 jours, le troisième C'est- jour de la naissance, on Voilà. envoie Berkoukes au Ah, milieu d'accord, du ouais. travail, si La tout le monde qui cuillère. mange. Voilà. La cuillère et puis ou le verre. Voilà, et puis la grande assiette, c'est tout le La monde qui mange carafe. dedans. Et Oui, c'est la là carafe, oui. Ouais. Oui. Il y a un risque. Donc il faut faire Donc il attention. faut toujours sensibiliser les gens Justement. et il faut individualiser c'est-à-dire les trucs utilisés comme la cuillère, comme le... Oui. Voilà, C'est des choses il faut personnelles. sensibiliser les gens. Il faut sensibiliser les justement gens dans ce faire sens. attention. Voilà. Mais sinon, les voies de contamination, elles sont connues. Est-ce que justement le déplacement, la facilité de transport et a facilité la transmission justement? Par exemple, on a des vols qui viennent quotidiennement d'une wilaya à une autre, il y a les voies Voilà, quand il s'agit d'une épidémie où il y a la contamination interhumaine, il faut bien éviter, s'isoler, rester sur place, ne pas, c'est-à-dire voyager, se déplacer pour un peu limiter les dégâts, c'est-à-dire pour un peu maîtriser la situation. Il est préférable que les gens, la wilaya, il ne faut pas se déplacer parce que la wilaya est touchée, hein. Parce que pour éviter la propagation de la maladie, ça il est conseillé, ça c'est connu. C'est beaucoup plus simple Oui, de quand gérer. la maladie elle est interhumaine, c'est-à-dire Oui, la bien contamination interhumaine, oui, il faut l'éviter et il faut se faire vacciner. Si un rappel il est nécessaire, ben, il faut le faire parce que la vaccination, grâce à la vaccination, on a fait un pas très important dans la prévention. Parce qu'elle a un rôle et grâce aux programmes nationaux que les choses s'améliorent. Ah ben, heureusement. Alors, pensez-vous que d'autres épidémies vont faire apparition dans les années à venir? Écoutez, le risque zéro n'existe pas. Exactement. On est exposé, tout le monde est exposé. Les épidémies peuvent avoir d'un temps à un autre. Et puis, il faut être vigilant. Il faut la surveillance épidémiologique. C'est ça notre rôle. Donc, s'il y a un cas où on peut le cerner pour ne pas avoir une propagation, ben, il faut le faire. Donc, il y a une suivi de crise qui s'installe automatiquement. Généralement, c'est à partir des maladies à déclaration obligatoire qu'on peut voir une idée, un pic ou une association d'incidence. Donc, on peut juger, si nécessaire, prendre les mesures, soit à titre de type de vaccination, ou hygiène corporelle, ou hygiène individuelle, hygiène de l'environnement. Parce que parfois, quand on a une épidémie de rage, donc il faut c'est l'environnement, hein, il faut lutter contre. C'est les animaux, parfois c'est les ordures, pollution des sources d'eau. Les ordures et tout, donc pour éviter un peu la propagation de cette maladie. Donc prévenir déjà, ça commence par la propreté, l'hygiène de l'environnement et corporel aussi. Ce qui est demandé, corporel, environnemental, ça ce qui est nécessaire. Et puis avec un complément de vaccination, si la maladie elle est un vaccin qui existe. Un dernier mot, un conseil peut-être? Bon, le conseil, il faut se protéger. Oui. Puisqu'on est protégé, puisqu'on est moins malade. Et puis, alors, protection commence par? La protection commence par lavage des mains. Hein. Attention, lavage des mains, c'est très important, l'hygiène corporelle. Là où il faut prendre des masques. Donc, il ne faut pas les mettre un peu partout. Où il y a la promiscuité, il faut les mettre parce qu'on ne connaît pas tous les gens. Aussi, l'hygiène des masques, c'est un masque déjà utilisé, il ne faut pas l'inverser, il ne faut pas le toucher, pas le mettre n'importe où et puis le mettre sur la bouche. Il a une durée, donc il est individuel. Et puis, sans oublier la vaccination, parce que c'est important. Hein. Indispensable. Et bon, parfois il y a des maladies qui sont immunisantes, parfois non. Donc attention, la vaccination, c'est un moyen de protection qui est permanent. Voilà. Tout à fait. Ah ben, je vous remercie pour toutes ces précisions, professeur. Ravi de vous avoir accueilli ce matin. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de ce premier plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous.
Et c'était une chanson de Soumia Khachab. Nous arrivons, chers téléspectateurs, à notre deuxième plateau. Je suis toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar. Et nous allons parler du management associatif. Pour ce, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Monsieur Abbassi Al-Qader. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Merci Ekram. Donc, merci pour l'accueil. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Alors, vous êtes ex-cadre de la DGS, inspecteur au niveau de la DGS. Vous êtes actuellement en retraite. Et vous avez quand même fait plusieurs associations. Vous avez commencé avec Infocom. Vous êtes actuellement à la tête d'une association locale. Et en même temps, vous êtes quand même coach en management associatif. Ouais. Comment ça a commencé tout ça? Pourquoi? Et comment faire pour construire ou fondre une association? Donc, comme vous le savez, bon, l'association, c'est bien, c'est institué, c'est réglementé, c'est tout. Donc, moi, ce qui a forgé ma carrière, si on veut dire professionnelle, c'est parce que j'ai grandi dans le mouvement associatif. J'étais scout. Ah oui. J'ai grandi scout. Donc, comme vous savez, les scouts, comme le nom l'indique, donc c'est une carrière de volontariat. Et puis donc, et comme aussi ma formation de base, je suis éducateur. Oui. Et j'ai terminé. Et vous étiez justement à la DGS au milieu des jeunes. Au milieu des jeunes. C'est ça qui vous a inspiré. Comme vous savez, le secteur de la jeunesse et sport, j'étais éducateur. Donc, puis j'ai terminé comme inspecteur. Et comme par hasard, je tombe dans je fais la fonction d'inspecteur, mais domaine suivi, inspection des porteurs de projets associatifs. J'étais inspecteur, branche gestion et administration. Vous avez eu quand même plusieurs publications, des livres dans la création d'associations. Voilà. Et actuellement, justement, vous voyagez de ville en ville, vous faites des accompagnements, vous êtes justement toujours dans le domaine de la création. Qu'est-ce qui fait que vous encouragez les jeunes justement à créer leur propre association, à fonder une association? C'est ça, donc c'est justement, actuellement, c'est en freelance, j'accompagne, j'encadre les porteurs de projets associatifs. J'encadre beaucoup d'événements associatifs, je forme des jeunes, je forme des porteurs de projets associatifs, des jeunes, soit physiques, soit moraux. Je suis souvent invité dans plusieurs wilayas comme expert formateur dans le domaine associatif. Et puis, former son association ou monter son projet associatif, c'est toute une démarche. Mis à part le côté réglementaire, bien sûr, il y a des textes qui régissent ça. Actuellement, il y a la loi 06-12 qui a modifié plusieurs textes auparavant. Il y a le côté réglementaire. Mais surtout, j'insiste moi surtout sur l'idée de porter, l'idée de monter cette association, parce que mettre en œuvre sa propre association, ça vient pas comme ça au hasard. Il faut vraiment se préparer à ça. Il faut avoir la volonté. Il faut avoir, pour ne pas dire un bagage, il faut avoir une prédisposition. Alors, est-ce que déjà tout aider peut faire projet d'association? Voilà. Il s'agit d'un contrat. Il s'agit d'un contrat entre un groupe, entre un effectif. Les membres de l'association. Les membres associatifs, donc soit personnel, soit individuel, soit un groupe de gens, comme on le dit, une association, soit association d'un groupe d'associations, ce qu'on appelle une fédération ou un groupement d'associatifs, ou soit personnes physiques, des personnes qui prennent la décision de se regrouper volontairement pour réaliser, pour faire ou mettre en œuvre un projet. Alors, à titre d'exemple, on va commencer par prendre l'exemple. Je veux créer ma propre association. Par quoi devrais-je commencer? Alors, donc, il faut déjà se référer au texte. Parce qu'il y a des mesures à prendre, il y a une démarche à faire
côté réglementaire. Bien. Et puis, il faut déjà, puisqu'on dit que association, il y a une association, il y a un groupe de gens qui vont s'associer. Donc là, il faut préparer. J'invite toujours le porteur de projet associatif, parce que déjà, il y a le projet associatif qui est un projet, donc mettre en œuvre son association, déjà, son association, c'est un projet. Il viendra par la suite le projet d'association, c'est-à-dire comment mettre... Choisir les adhérents, les membres... Selon le projet, selon le choix, selon la thématique, selon le domaine, parce qu'il y a plusieurs domaines d'association, côté culturel, religieux, sportif, environnemental, il y a beaucoup de domaines, selon ce que prévoit la d'activité. Mais là, choisir les coéquipiers, il y a déjà une démarche à faire. Il y a une démarche à faire. Il faut se mettre à table, il faut se regrouper, il faut choisir les coéquipiers, choisir déjà les gens avec qui travailler. Il faut ce qu'on appelle mettre c'est-à-dire faire ce qu'on appelle le système de questionnement, le qui, quoi, comment, où, etc. Donc avec qui, où, comment, avec quoi, avec qui, c'est-à-dire les moyens, les personnes, l'endroit. C'est un questionnement qu'on doit poser avant de passer au côté réglementaire. Donc là, c'est là déjà une petite assurance qu'on doit mettre pour vraiment réussir ce projet. Parce qu'il faut penser par la suite à la pérennisation. C'est-à-dire donc on doit pérenniser nos activités. On doit, puisqu'on a une population déjà cible, qu'on cible, on a déjà des objectifs, peut-être à court terme, à moyen terme, à long terme. Il y a aussi un effectif, il y a une population qu'on doit cibler, qu'on doit justement encadrer, ou on doit plutôt toucher, etc. Donc là, c'est des questionnements qu'on doit poser. Et là, il faut auparavant, avant de passer au côté réglementaire, c'est déjà de façonner, de déblayer le terrain, mettre en œuvre toute une stratégie avant de passer à la réponse. Parce que là, quand on parle d'association, là, c'est un projet qu'on a pris volontairement l'attitude de le faire. Pour le réussir, c'est une responsabilité surtout. Voilà, pour le réussir, il faut réussir la phase de préparation, déjà par le choix des coéquipiers et puis par les attentes, c'est-à-dire les objectifs. Il y a un objectif déjà, objectif principal, il y a des objectifs bien sûr secondaires, etc., qu'on doit atteindre. Et là, il faut vraiment mettre tout entre nos mains et puis passer à la deuxième phase, la réglementation, parce qu'il s'agit là, comme j'ai dit. C'est ça le plus dur, je pense. Voilà, donc... Alors, qu'est-ce qu'il faut justement pour que ce soit une association réglementée dans... Voilà, donc il y a déjà le statut type, parce que une association, il s'agit déjà de ce qu'on appelle la liberté de constitution. C'est déjà, comme la loi le prédit, c'est une liberté de constitution. Donc on a le droit, c'est un droit constitutionnel, bien sûr. Oui. Chaque personne, a le droit de se constituer. Il y a des conditions, bien sûr. Toute personne a le droit de mettre en œuvre son association et choisir le domaine. Donc, il y a plusieurs domaines, comme je l'ai cité déjà. Et puis, il y a une démarche à suivre. Bien sûr, il y a des conditions, bien sûr. Par exemple... Alors, les exigences par rapport au président et aux membres fondateurs. Est-ce qu'il y a des critères bien déterminés avant de d'être habilité, justement Bien sûr. Donc, pour prétendre être déjà président d'association, il faut que je sois élu. Ou sinon, il faut qu'il y ait un consentement entre les membres déjà que je sois vraiment élu. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a la liberté de Donc le porteur de projet n'est pas forcément le président de l'association. Non, pas forcément, pas forcément, mais il y a un statut à mettre en œuvre. Et là, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a la liberté de constitution. Donc on a la liberté. C'est ça, ce qui est nouveau donc, pour le texte. Donc on a la liberté de mettre en œuvre son association et puis mettre en place un statut, c'est-à-dire créer son propre statut.
Bien sûr, les services concernés, par exemple le ministère de l'Intérieur, on met c'est-à-dire à la disposition des porteurs de projets des associations, d'ailleurs, un texte, un statut type, que on n'est pas obligé de l'appliquer, mais c'est pour s'inspirer justement, parce qu'il y a la liberté de constitution. Chaque porteur de projet, celui qui veut créer son association, a la liberté de mettre en œuvre son statut. Monsieur Abbassi, il y a des téléspectateurs qui nous regardent et qui seraient intéressés justement de créer leur propre association. Où aller? Quelle porte frapper? Comment faire? Alors, voilà. Le statut, ok, on a un modèle, mais on doit s'adresser à quelle administration, les étapes à franchir Il faut savoir déjà qu'il y a plusieurs types d'associations. Il y a l'association locale, il y a l'association régionale, il y a l'association nationale. Tout à fait. Donc là, si on parle d'une association nationale... Alors, pour rappel, vous êtes mandataire de l'association Bien-être nationale de bien-être sans sédentarité. Vous présidez justement l'association locale Epticar. Vous étiez auparavant avec l'association Infocom, les débuts. Donc, c'est là que je vous ai connu justement. Vous activiez au milieu des jeunes. Donc, on peut faire plusieurs associations, créer plusieurs, mais on ne peut pas être président de plusieurs associations en même temps. Voilà. Donc là, ça dépend déjà du statut. Donc, il n'y a pas une restriction pour ça, mais logiquement, c'est-à-dire déontologiquement, si l'on peut dire, donc... on ne peut pas être dans deux déjà partout. Voilà. Donc pour commencer, il faut d'abord que la personne n'ait pas déjà créé, ne soit pas à la tête d'une autre association pour qu'elle ramène son projet d'association. Voilà. Alors, il vient avec l'idée, les membres de son bureau. Ils font quoi? Voilà, donc s'il s'agit par exemple d'une association nationale, ben, vous savez, l'association nationale, donc il faut se diriger vers le ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc c'est au niveau national, c'est là où on va retirer le dossier, ou le dépôt de dossier. Il s'agit de... Bon, et la composition des membres, déjà, il faut que ça soit donc plusieurs wilayas, puisqu'elle est nationale. On commence par la plus simple, la locale. Ensuite, on verra la nationale. Voilà. Alors, pour une association locale, qu'est-ce qu'il faut? Voilà, donc locale, il y a ce qu'on appelle l'association communale, il y a l'association du wilaya. D'accord. Au niveau local, pour créer son association locale communale, il faut se diriger directement vers la commune, bien sûr, vers l'APC. Et là, il y a un service, la réglementation, un service qui s'en charge. Et là, c'est là où on dépose. Donc, on formule une demande. Voilà. Donc, il y a qu'à revenir, ça aller prendre contact avec le service concerné. Il y a un service concerné. Donc, là, c'est là où on retire les imprimés, que ça y est tout un dossier à fournir. Okay. Et le dépôt aussi, c'est au niveau de la commune. Donc là, la composition de ce qu'on appelle, parce qu'il y a pour une association, il y a le président, il y a le bureau, il y a l'assemblée générale. Donc, pour le bureau, pour la composition, pour l'assemblée générale, bien sûr, il faut retirer le modèle de statut type, pour s'inspirer, bien sûr, au niveau du service. Et il y a, bien sûr, il faut qu'on se retrouve dans l'assemblée générale, donc mettre l'assemblée générale pour... Bon, c'est tout un détail, donc, pour ne pas trop... D'accord. Pour la wilaya, donc, il faut qu'il y ait une représentation au niveau au moins 2 communes. Okay. Donc, pour que ce soit une association de wilaya, il faut au moins qu'il y ait des adhérents dans 2 communes minimum. Et puis, il y a la composante du bureau qui diffère. Bon, au niveau de l'APC, le bureau, l'association communale, il y a le bureau, c'est entre 5 minimum. Le nombre de personnes. Le nombre de personnes, du bureau. L'association de wilaya, c'est 7. D'accord. C'est 7, donc c'est un membre de 7 ou plus. Régional, c'est 12 et plus. Donc national, ça diffère. D'accord. Et au niveau de la représentation aussi. Au niveau régional, quand on dit association régionale, donc il faut qu'il y ait une représentation au niveau... c'est une région. Donc c'est de plusieurs wilayas, en fait. Plusieurs wilayas. Et puis, au niveau national, il faut que c'est aussi au niveau des membres et au niveau, bien sûr, des associations. Des bureaux. Des bureaux représentatifs. Bon, là, il y a le côté spécificité. Donc, il s'agit donc du statut. C'est là, donc, où on implante, c'est-à-dire on met au niveau du statut
le mode de gestion, le mode de gouvernance, si l'on veut dire, le mode de banque. C'est là où rentre le concept de management. Donc là, par exemple, ceux qui contrôlent ou ceux qui... Donc, ils se réfèrent toujours au statut de l'association qui l'association a mis en œuvre. Donc, il n'y a pas, on n'impose pas le statut. Donc, quelque part, le statut, c'est la pièce d'identité de l'association. Voilà, c'est une référence. Il y a aussi, donc, il y a le statut et aussi l'association ou l'association en elle-même. Il y a aussi la liberté aussi de mettre en œuvre ou aussi de mettre aussi de rédiger ou de leur règlement intérieur. Donc c'est aussi un texte de référence qui est généralement un peu ignoré par la majorité des associations. Donc on met en œuvre le statut, mais le règlement intérieur... Est-ce qu'il y a possibilité de changer de statut après quelques années? Oui, bien sûr, on peut. Donc, on a la liberté. Il y a un texte, au niveau du texte de la loi 06-12, il y a un article qui prédit que... Qui régit justement, chaque association a le droit donc, de modifier. Seulement, il y a une condition. Il y a une condition. À chaque fois qu'elle modifie, il faut qu'elle avise, c'est-à-dire il faut qu'elle signale, elle signale le changement au niveau des services, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on peut changer justement dans le statut? Est-ce qu'on peut changer le domaine d'activité? Est-ce qu'on peut changer le statut de géographique, par exemple? De local, on peut passer à régional, national? Là, ça dépend du statut. Mais généralement, la composition, la composition des membres, le choix, le changement des membres, le choix des postes, par exemple, si on change par exemple le président, on change un trésorier, toute modification doit être signalée officiellement. Donc on a la liberté de changer, mais on doit bien sûr le signaler pour que la modification soit faite au niveau des services bien sûr concernés. Donc une fois on a la liberté donc, de le faire. Et puis aussi, actuellement, il y a, en plus du signalement de tout changement au niveau de l'association, au niveau des services concernés, il y a aussi, c'est-à-dire aussi l'obligation de signaler ces changements aux organismes partenaires, services partenaires. Par exemple, généralement, les associations, si on a par exemple une association à caractère sportif, donc le partenaire ici, c'est bien la DGS. Donc là, tout changement, on doit le signaler. Et là aussi, il y a une autre chose aussi, additionnellement justement au statut type ou au statut de l'association dans le domaine sportif, il y a la loi, il y a une autre loi. Il y a une loi qui régit justement le côté sportif, qui parle, c'est la loi 1305, qui justement parle de la pratique sportive, des modalités de gestion, c'est-à-dire de tout ce qui est sportif. C'est un apport un peu spécifique. Et le mouvement sportif, enfin, les associations à caractère sportif rentrent dans ce qu'on appelle les associations à caractère spécial. Les associations à caractère spécial, par exemple, les associations qui dépendent du culte, ça dépend de l'action des affaires religieuses, les associations qui dépendent, par exemple, du sport. Alors, une petite question, est-ce qu'un seul projet pourrait être initié par plusieurs associations? Ben oui, bon, mais seulement un seul projet. Donc, moi, j'ai une association à caractère, par exemple, je sais pas, un caractère social, caritatif. Si je postule, par exemple, à un financement d'un secteur bien déterminé, je ne peux pas, bien sûr, copier le même projet, je le copie pour que je postule à un subventionnement, non, bien sûr, je ne parle pas de ça. Financière. Mais je peux... Une action de bénévolat, par exemple, je ne sais pas, un coup fin de Ramadan, par exemple, est-ce que plusieurs associations pourraient adhérer en même temps pour en faire un projet? Bien sûr, on a le libre choix de créer notre association, seulement il ne faut pas que ce soit le même nom. Donc si je crée, par exemple... Non, je ne parle pas de nom, mais c'est-à-dire, est-ce qu'il pourrait y avoir une entraide entre associations pour prendre en charge un projet de reboisement, de coup fin de Ramadan? Ah oui, bien sûr.
Ça s'appelle fédérer les activités associatives. Ou mettre en synergie les activités. S'entraider entre associations pour mieux réussir un projet. Voilà. Et c'était justement, nous, on encourage ce genre de... Parce que tout le temps, à chaque fois qu'on fédère nos activités, à chaque fois qu'on met cette synergie, qu'on met une synergie, c'est-à-dire, si l'on veut dire, ça s'appelle bon, c'est fédéré généralement et c'est mettre en assemblage des activités collectives. Là, il y a beaucoup de choses qu'on peut gagner, c'est surtout côté financier, côté encadrement, entraide, mobilisation. S'enrichir mutuellement par rapport aux connaissances. C'est une chose extraordinaire. Oui. Et c'est aussi, c'est déjà les objectifs de ce qu'on appelle la démocratie, la démocratie associative, ce qu'on appelle, c'est ça déjà. C'est à chaque fois qu'on a plus d'associations, c'est à chaque fois qu'on a c'est-à-dire l'ampleur, plutôt on touche Quel plus est l'intérêt justement? etc. Pourquoi vous encouragez les jeunes à être en mouvement associatif permanent? Et quel est l'intérêt justement d'en faire partie? Là, c'est l'échange. C'est l'apport démocratique, c'est la mobilisation des gens, la mobilisation des moyens, parce que déjà, il s'agit de mettre ses moyens propres, soit physiques, soit moyens financiers, soit moyens élever le sentiment de citoyenneté aussi, de la participation des jeunes. Surtout la citoyenneté. L'appartenance à son pays. Voilà. Et les gens se mettent ensemble à monter un projet à caractère social, à caractère, c'est l'entraide, c'est le côté humain, côté là. C'est très important. Et là, on apporte, on accompagne un travail déjà qui est étatique, qui est là. Et ça mobilise encore plus. Et ça renforce tout ce qui est humain, tout ce qui est de par l'activité, de par l'intérêt, de par la vocation, etc. Ça a justement un côté très, très important. Solidarité, bénévolat, toutes les bonnes valeurs justement à instaurer chez nos jeunes, nos enfants. C'est toutes les valeurs qu'on sent qu'il y a beaucoup de valeurs qu'on a perdues, qu'on a. Donc, heureusement qu'ils ne sont pas perdus, mais qu'ils s'oublient, mais à chaque fois justement qu'on incite. On les a oubliés, mais on a tendance à les récupérer, à intéresser. Et c'est très important. Et les gens se mettent. Et maintenant, c'est pas que les aînés, c'est pas que les gens, c'est même les jeunes, les moins jeunes, etc. S'intéressent au mouvement associatif. Et c'est très important. Un dernier mot peut-être. Voilà. Donc moi, surtout, j'insiste, c'est que j'invite les associations à se mettre en groupe, se mettre à juguler leurs efforts, se mettre en groupe, se mettre en fédération, en association. En communauté qui est active positivement. En communauté active, etc. Et surtout, s'investir, c'est-à-dire porter leurs moyens propres. Il ne faut pas attendre, c'est-à-dire attendre que les gens, que l'État fasse le changement, mais on peut faire. On est surtout, c'est-à-dire plus encouragé quand on motivé surtout quand on met nos moyens propres, ces moyens propres. C'est vrai, c'est un droit d'être aidé, d'être subventionné. Mais contribuer, ça fait toujours plaisir. Mais contribuer, c'est encore plus, ça a de la valeur. Il faut valoriser. Ah ben, je vous remercie pour toutes ces informations. J'ai été ravie de vous accueillir. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce deuxième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons pour recevoir notre prochain invité. Et ne changez surtout pas de chaîne. يا الله
كتنا هوان يلا عليا الناس ماشية النبي وانا ملكتنا وانا ملكتنا هوان يلا عليا مشينا ونرتاح الناس ماشية النبي وانا ملكتنا وانا ملكتنا هوان يلا عليا مشيت ونرتاح هوان يلا عليا مشيت ونرتاح سهل يلا عليا مشيت ونرتاح هوان يلا عليا مشيت ونرتاح سهل يلا عليا مشيت ونرتاح ولا البكايا العزيزة بالصاب نكون حداك هوان صبح ونماسي جابر محمد البكايا العزيزة بالصاب نكون حداك هوان صبح ونماسي ونجاور محمد ولا البكايا العزيزة بالصاب نكون حداك هوان صبح ونماسي ونجاور محمد هوان صبح ونماسي جاور 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 محمد C'était une chanson de Hafid Aziram avec sa troupe Lemma. Nous sommes toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar dans votre émission Bonjour d'Algérie sur Canal Algérie. Nous allons recevoir notre prochain invité juste après ce jingle. Restez avec nous. Nous passons au sujet de l'environnement et pour ce, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir la chargée de communication de la conservation des forêts, Madame Khadija Benchrif. Bonjour, bienvenue, marhaba bik. Merci. Alors Merci pour justement, l'invitation. je vous en prie, merci d'avoir accepté notre invitation et nous allons parler justement du projet de l'implantation de 1 million d'arbres le 25 prochain, samedi prochain. Donc l'opération, comment que ça va se faire, les préparatifs, où je tout l'opération. إن شاء الله شكرا على الدعوة. مرحبا بك. فيما يخص المشروع ولا الحملة التشجير الكبرى اللي هي حملة تشجير المليون اللي هي مليون شجرة عبر كل ربوع تراب الوطن التي أقرها السيد وزير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. وتقوم محافظة الغابات بهذه المناسبة اللي هي مناسبة وطنية اللي هو اليوم الوطني للشجرة المصادف ل 25 أكتوبر من كل سنة اللي جاء تحت شعار هذه السنة خضراء بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله الجزائر دائما تكون دائما خضراء ودائما تكون خضراء إن شاء الله. إن شاء الله. راح ان شاء الله المناسبه هذه راح يكون غرس مليون شجره في يوم واحد اللي هي سي اون بروميير ما صراتش من قبل اوبيراسيون بهذا لومبلور بهذا الكبار بارمي لي غران ايفينمون اللي راهم يصراو ان شاء الله لو 25 اكتوبر راح تقوم بها ان شاء الله كل المحافظات على مستوى الولايات في الجزائر. وهذا يعتبر نداء اللي هو نداء لكل المواطنين c'est-à-dire c'est une mobilisation citoyenne الجميع المواطنين. Donc tout le monde est concerné pour venir justement le samedi participer. Ils jouent avec les enfants justement pour instaurer les étudiants, les universitaires, les associations, les entreprises. Et puis c'est un week-end, donc même les employés, les gens qui travaillent, ils auront largement le temps pour venir participer. Alors au niveau de Béchar, واش هما التحضيرات اللي راكم موجدينهم كيفاش الواحد يقدر يبقى adhérer à l'opération et comment peut-on récupérer? Est-ce que حنا نروحوا نجيبوا les arbres pour les implanter? Est-ce que انتم اللي توفروهم للشعب ولا كيفاش؟ أكيد. على مستوى ولاية بشار راح قامت محافظة الغابات بحملة استباقية اللي قمنا بها السبت الماضي اللي هي 18 أكتوبر. الحملة هذه قمنا بها بعملية غرس شجيرات على مستوى طريق الأحمر اللي من دار البيئة إلى نزيدوا في الطريق المزدوج طريق الأحمر. هاد وراح نكملوها ان شاء الله لو 25 اكتوبر. الحمله راح تكون على الدعوه، يعني نعتبرها بهذه المناسبه راح ندعي كل المواطنين للمشاركه في هذا اليوم، في هذا يوم التشجير اللي هو الغوبوازمون على مستوى الطريق الاحمر يوم السبت 25 اكتوبر. اكيد شجيرات راح يكونوا عندنا حنايا محافظه الغابات، راح تقوم المشاركه راح تكون من طرفكم لاجل الغرس
هذه الشجيرات كبدايه، اللي هي بدايه موسم التشجير اللي هو يعتبر من 25 اكتوبر حتى ل 21 مارس 2026. هذا موسم لا كومباني دو روبوازمون، هذا موسم التشجير. راح نقوم به بعده نشاطات من التشجير اللي ان شاء الله تكون فيها محافظه الغابات تقدر توفر عدد من الشجيرات اللي حاليا احنا نطمحوا ان شاء الله في هذه الحمله لغرس اكثر من 10,000 شجيره على مستوى كل الولايه ان شاء الله في كل المؤسسات ان شاء الله، سواء كانت حملات عبر المؤسسات التربويه، المؤسسات المعنيه لاحياء، يعني كل مواطن عنده الرغبه في انه يقوم بهذا اللي احنا نسموه نشاط بيئي، واكيد راح يكون يغرس بدوره انه هو راه يغرس، سواء كان عنده اطفال ولا يغرس فيهم حب الشجره، يغرس فيهم ثقافه التشجير. نعم. جوستومون هذا هو لو بيت، حنا هذا هو الهدف الاساسي من هذه الحملات اللي تنقوموا بهم، سورتو كي تكون حمله بهذا الحجم. لامبلور جوستومون هذه لامبلور هذه سي اون بروميير. اي بي كاين ثاني لي اسوسياسيون اللي كي ادير دون لو موند فير جوستومون، كاين دي جون اللي عندهم دي بيبينيير، دي جون اللي حابين يغرسوا قدام دارهم ما جاتش لوكازيون. دونك هذه سي لوكازيون. Même il a il veut participer, est-ce qu'il y a un type ou là, un genre d'arbre qu'il faut favoriser par rapport à la région? بيان سور حنا قمنا بعمليه غرس اشجار تتاقلم مع الانفيرونمون تاعنا اللي هو بالاخص صحراوي ساك. ما نساوش باللي حنا كي نقولوا صحراوي ثم دائما لازم نوفروا لهم السقي، يعني هذا هو اهم شيء. الا بها حتى وبالك ليغيغاسيون هي الواعره اكثر من التشجير، باسكو باش التشجير ساهل من بعد لونتروتيان جوستومون شكون اللي يروح في بلاصه كيما هكذا طريق الاحمر بعيده يليق الكوتا غوتي يليق ليسبري تاع لي جون كي هذا سبيسيفيتي لهاد لي زون لا ريجيون دو سود، لي ريجيون دو سود اريد دائما خصنا نخمموا في الاماكن تكون شويه قريبه باش نقدروا نوفروا لهم ليغيغاسيون. اكيد راح يكون كاين واحد الاتفاقيات مع لي كوليكتيفيتي لوكال باش تكون كاين دائما عمليه المتابعه في السقي، ليغيغاسيون لاغوزاج سا ديبون. هاد سورتو هاد لي زيسباس في الاول كي نغرسوهم خاص يكون عندهم مداومه في عمليه قبل ما يشدوا رواحهم يليق فريمون يكونوا اوغوزمون. دايوغ سي لا سيزون دراك تاع لي بلوي ليفير ماشي كيما الصيف سيتي با ايفيدون. بزاف لي اسوسياسيون شفناهم غرسوا شجيرات في الصيف مي مالوغوزمون كاين اللي ماتوا، كاين اللي نشفوا. جوستومون راه كاين واحد الجيد راح نقوموا ب لا كونسيبسيون تاع ان جيد ولا مانيوال. راح عندنا الجيد تاعنا رانا نديروا فيه نشرنا عبر كل المنصات المتعلقه ب اللي عندها محافظه الغابات، سواء محافظه الغابات على مستوى المديريه العامه للغابات، الوزاره في كيفيه غرس شجره، لي تكنيك دو بلانتاسيون دان ارب، كيفاش لاغوزاج، لا كونتيتي، لي جور، لي ديوري، لو مومون داغوزاج. يعطيك الخير. نوعيه الشجره قداش تغرسها وكيفاش تتابعها، يعني هادو هما اهم اشياء. حنا تقريبا هنا في ولايه بشار الانواع اللي راح نديروهم من بينهم كاين الكاروبي اللي راه عطى الحقيقه نجاح كبير، كاين تيكوما، كاين دودانيا، كاين دودونيا نعم، كاين تيكوما، وكاين انواع اخرى. يعني مسبقا كنا نقوموا حتى بغرس عام كان غرس الخروب تصدق مليح عندنا. نعم راه لو كان يديروها ان اسباس فيغ يديروها غابه، انا جوبونس جوستومون لي غران تاعها وحدهم يبقاو ينوضوا. نعم هي هذاك عندنا وحده في الدار جوستومون سي اون ايبيديمي تاع روبوزمون وحدها. جوبونس كو لو كان يديروا ان بروجي جوستومون في ان اندروا هكذا وين يزونتروتيان كيلكو زاربر، بالك من بعد يعاودوا يشدوا رواحهم. On pourra avoir une petite forêt بالك كاع. هي هادو حنايا هنا في ولايتنا اللي هي ولايه بشار نديروا فيما يخص لي بلانتاسيون تاع لي باند فيرت، كيما لا باند فيرت اللي قامت بها محافظه الغابات هو سيت ان فون اف سي سي اس، سيت ان فون د الولايه بصح قامت به محافظه الغابات اللي هو من عفوا المسجد الكبير اللي كاين حتى لطريق المطار. يعني هذاك لا بوند فيرت ان شاء الله لو كان تنجح يولي عندها الفكره اللي راها جايتك يعني غابه صغيره، لانها تقريبا درنا بلانتاسيون دالينيومون على خمسه اشرطه يعني لكل واحد، وفيها تقريبا كاع لي زيسباس من بينهم الكاروبي اللي هو الخروب اللي راح عطى في الحقيقه نتائج مليحه في ça résiste et puis ça tient bien. Oui, ان شاء الله. Il se régénère surtout.
لا ريجينيراسيون ناتورال اكزاكتومون. ان شاء الله يكون كاين. سما محافظه الغابات دائما تقوم، دائما نحن نقوموا بالعمليه الغرس في الاماكن اللي يكون فيها الماء يكون متوفر، يعني نقدروا نسقيوها ما نخلوهاش اكسيسيبل قريبه للاتر هيومان، سادير كو سي با ايفيدون. وتكون كاينه المتابعه اللي هي اهم شيء في نجاح اي عمليه تشجير يقوم بها اي يعني سواء كانت مؤسسه جمعيه، سي لي تكنيك دو بلانتاسيون وكذلك سويفي تاع هاد لي بلانتاسيون. الوغ لوبيراسيون هذه تاع لو سامدي شكون لي بارتنير نتاعكم فيها؟ احنا محافظه الغابات تحت اشراف اكيد السيد والي ولايه بشار راح نقوموا بانطلاق هذه الحمله اللي هي اليوم 25 اكتوبر. محافظه الغابات لولايه بشار لي بارتنير اكيد لاسوسياسيون الجيري فيرت اللي هي الجزائر الخضراء، هما اللي راح يكون عندهم يعطيهم الصحه. دايوغ كو نو ساليون لي زيفور فورني باغ لو جروب هذا تاع الجزائر الخضراء. يعطيهم الصحه. يعطيهم الصحه. يعني الدليل انهم وصلوا انهم حاليا راهم دايرين هذه الحمله، نشروا الفكره تاعهم. بدات فكره مجرد فكره صغيره ودروك الحمد لله اون فوا لي زيكو تاعها كيفاش كبروا. هذا هو اللي رانا نحبوا نوصلوه من طرف كل الجمعيات لها فاعله حاليا في المجال البيئي، سواء كان بيئي ولا حتى مجال اخر. يعني كل الجمعيات عندها هدف. بدات تكبر عندنا حتى في بشار بكري بالك لي زونفون كانوا يفوت على شجره ولا يكسرها ولا دروك نو نلقاو دراري صغار يسقوا يديروا عليها حجرات ينهوا الا شافوك شي واحد يقطع ولا يكسر. صح. هذا ان دل كي نقولوا فانه يدل على انتشار هذا الوعي اللي راه حاليا ثقافه بيئيه، وعي بيئي، ماشي غير في لي زيكول، راه تقريبا حتى الا كان الطفل يتعلمها في ليكول يقدر يوصلها لاهله، والعكس كذلك الاهل يوصلوها. وهذا هو الهدف الاساسي من هذه الحمله، سي لا موبيليزاسيون سيتويان. سي تقريبا احنا نحركوا كل اطياف المجتمع من اجل هذه العمليه اللي هي عمليه تشجير لاثارها اللي راح تعطينا اثار ايجابيه يعني مستقبلا ان شاء الله مستقبلا. الوغ جوستومون لامبلونطاسيون معروفه سهله ايتو، كاين لو كونترير، كاين الناس اللي تجي تقطع شجره دير بها مجمر ولا ترفدها ولا beaucoup ignorent que c'est interdit par la loi. Alors si on pouvait sensibiliser dans ce sens, que ça soit en agglomération ou hors agglomération, كاين دي فوا واحد يكون في الخلا ولا برا يحسب اللي il est autorisé justement à toucher ولا couper un arbre ولا l'arracher. صح. احنا قضيه قطع الاشجار عندها تقريبا عندنا واحد دو فولي كما حكيتي، انها كاين في دون لي اغلوميراسيون ولا لي زون اوربان، وكاين اور لي زون اوربان. كاين فيما يخص قضيه النباتات ولا الاشجار المتواجده في الحماده كما نقولوا حنايا في بشار ولا في لي باركور ولا المراعي اللي كاين على مستوى ولايه بشار، عندنا قانون اللي هو المرسوم التنفيذي رقم 1203 لهذا المرسوم متعلق بحمايه النباتات الغير المزروعه، وهي نباتات محميه. من بينها مثلا احنا في ولايه بشار عندنا شجره لاكاسيا وشجره الطلح اللي هي بيستاشية الاطلس ولاكاسيا راديانا. هادو زوج اشجار اللي احنا ما يليقش واحد يتوشيهم ولا ينحيهم يقطعهم. نعم، هما اشجار محميه ممنوع منعا باتا قطع هذه الاشجار، يعني في سواء لاي يعني هدف ولا باغي كل كو سوا لا ريزون ما عندكش الحق. نعم. ا موان كو دوموندي اوتوريزاسيون وتكون جوستيفي هذيك لا دوموند. سما حنا في محافظه الغابات كاينين واحد لي كوب حنا نقوموا بهم كمحافظه غابات، يقدر يستفيد منهم حتى اون فا دوني دي زيكزامبل جوستومون. دونك باغ اكزومبل واحد عنده شجره قدام الدار ناضت على ان في ديليكتريسيتي ولا طيحت على حيط ولا لا il vient vers vous, il demande l'autorisation, vous accordez justement l'autorisation. هنا سي نورمال. مانو يجي واحد طيحت عليه ورق باغ اكزومبل في الحوش ولا ويجي وحده ما يدوموندي اوتوريزاسيون ولا يقطعها، ينجم يتعرض للغرامه. نعم، هو قضيه قطع الاشجار عندها غرامه في القانون الحراجي تاعنا اللي هو القانون الغابات. عندنا غرامه ماليه لقطع الاشجار سواء كان خارج لي زون اوربان ولا حتى داخل لي زون اوربان. قضيه كاين اللي يقطع شجره من جهل،
يعني احنا حتى كيفاش ما كانش ما يقول لك ما على باليش اني خصني ندير اوتوريزاسيون باش نقطع هذه الشجره. تسمى هنايا يدخل فيها كيفاش تتعامل. نحوسوا دائما نوصلوا كيما دركا رانا عبر المنصات هي نحاولوا دائما نوصلوا الفكره انه عمليه قطع شجره كما كانت تعرضك الى عقوبه. يعني هنايا سواء هنايا دركا مثلا كي كنت تقدر دير لي بروسيدور تاعك نورمال، لي بروسيدور تاعك سواء كانت اجراءات اداريه ولا قانونيه، عبر انك تتقدم بطلب لمحافظه الغابات يعطوك اوتوريزاسيون، يخرجوا يشوفوا يديروا معاينه، يشوفوا هذه الشجره اسكو هي مسببه لخطر، يعني من اسلاء مسببه للمرض، خصوصا في لي زيكول كاين تسبب خطر للاطفال، يعني تسبب عليهم خطر انها تطيح ولا سقوط هذه الاشجار. كي يخرج المجموعه الخاصه تاعنا من المقاطعه تخرج دير بيفي دو كونستا اللي هو محضر معاينه. حنا نقدروا نديروا واحد لا ديسيزيون يسموها ديسيزيون دو نون دوبوزيسيون اللي هي عدم معارضه قطع هذه الشجره، ويقدر الانسان يروح يقطعها بشكل قانوني رسمي وما يكونش كاين اي يعني ما يتعرضش للعقوبات ولا لاي متابعات فيما بعد. نعم. يعطيك الصحة. Merci pour votre présence. C'était Khadija Bechrif, chargée de communication de la conservation des forêts de la wilaya de Béchar. Nous arrivons à la fin de ce troisième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons juste après pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous. شكون هما خيار نساء لالا فاطمة الزهراء.
تصيد ساعة صيدات واليوم الحد ما كاين حد هي اللي بغات عينك شبر جات تصيد ساعة صيدات واليوم الحد ما كاين حد هي اللي بغات L'ambiance et l'enthousiasme avec Souad Asla et son équipe, bien sûr, toujours en direct de la station régionale de Béchar. Nous allons vous retrouver pour parler de la journée de presse, justement, qui a eu lieu, la célébration, le 22 octobre. Et pour ce, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés M. Souhil Charrad. Il est enseignant à l'université de Béchar, sciences de l'information et de la communication. مرحبا بك وصباح الخير. شكرا سيدتي، صباح الخير. صباح الخير لمشاهدينا الأفاضل. شكرا على هذه الاستضافة. مرحبا بك. جوستومون اليوم الوطني تاع الصحفي كان البارح لو 22 أكتوبر. لماذا اختيار هذا اليوم؟ بالنسبة لاختيار هذا اليوم المصادف ل 22 أكتوبر من كل سنة، تم اختيار هذا اليوم نسبة إلى تأسيس صحيفة المقاومة التي اختيرت كصوت لجبهة التحرير الوطني والجيش التحرير الوطني لكي تسمع صوتها للداخل وللخارج، اللي هي جريدة المجاهد، واللي كان البرومي نيميرو تاعها اللي كان أصدر يوم 22 أكتوبر 1955. جيستومون هذه المناسبة خلينا نتذكروا الصحفيين والدور الفعال اللي لعبوه خلال الثورة وحتى بعد الثورة. اليوم بعد أكثر من نصف قرن ممكن من الاستقلال، وش الأشياء اللي حققتها الصحافة الجزائرية؟ منذ الاستقلال حقيقة خطت الصحافة الجزائرية خطوة كبيرة جدا بمرورها بعدة مراحل مفصلية. ممكن إجمالها أن الفترة الأولى كانت فترة الأحادية الحزبية من الاستقلال إلى غاية 1988 نعم، بعد التعديل الدستوري والانفتاح والتعددية الحزبية. فالفترة هذه شهدت مناخ ملائم لإصدار الصحف، العديد من الصحف، العديد من الأصوات، كان هامش حرية أكبر. ولكن طرأ في بعض الظروف التي حالت دون السعي في المسار هذا، المسار الحرية وإصدار الصحف، إلى غاية استتاب الأمن بعد التسعينات. نعم، بعد التسعينات، يعني كان مجيء الألفية، كان دخول الألفية كان فتح فأل خير نعم على الصحافة الجزائرية، حتى إلى غاية 2012 أين فتح المجال للإعلام وبدأ الحديث عن إعلام مفتوح، إلى غاية 2014 كذلك كانت سنة أيضا أين تم صدور قانون يسمح بنشاط السمع البصري، وشهدنا أيضا انفتاحا على المؤسسات السمع البصري، مؤسسات إعلامية خاصة، والتنوع الذي نشهده حاليا. كذلك مرحلة أخرى اللي هي ما بعد الحراك المبارك ومجيء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث فتح أيضا، أعطى نفسا جديدا من خلال إصدار ترسانة قانونية، قانون العضوي للإعلام سنة 2020، وكذلك قانون ينظم نشاط الصحافة المكتوبة الصحافة الإلكترونية، إضافة إلى أيضا نشاط السمع البصري وبعض المراسيم التنفيذية التي ساهمت بشكل أعطت نفس للمؤسسات الإعلامية والصحافة الإلكترونية. اختيار هذا اليوم كان في سنة 2010 وين رجع يوم وطني للصحافة، وهو يوم 22 على مقربة من يوم 28 أكتوبر اللي هو استرجاع سيادة على مؤسستي التلفزيون والإذاعة والتلفزيون الجزائري في 62. ممكن عندها خصوصية هذا الشهر بالنسبة للإعلام، بلا ما ننسى أيضا 3 ماي اللي هو اليوم العالمي لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة. يعني كلها لابد أنها تنفع الميدان لابريس دو مانيير جينيرال، الصحافة بشكل خاص بشكل عام. بالنسبة لما حققت القنوات الخاصة والقنوات الصحافة الإلكترونية، يعني اليوم رانا في عصر
السرعة، عصر الإنترنت، عصر لا كونيكسيون. دونك نعم، هو كما هو بالنسبة للصحافة كان هو تحدي. العصر الذي نعيشه هو البيئة الرقمية، هي رهانات. تحدي. نعم، هي رهانات جديدة وتحديات جديدة بالنسبة للإعلام والصحافة ككل. فالبيئة الرقمية نوعا ما أفقدت بعض المؤسسات الإعلامية جمهورها. على سبيل المثال الصحافة المكتوبة لقد فقدت جزء كبير من قرائها، لأن القارئ ربما لن نقول من القراء ولكن من مشتري الصحيفة، لأن القارئ ممكن أنه يطلع على القناة هذه، نعم. ممكن ما يتفرجش تلفزيون ولا ما يقراش الجريدة، ولكن في الموقع الإلكتروني يكون حاضر. نعم، لذلك قامت بعض الصحف بإنشاء نسخة الPDF إلكترونية. وكذلك النسخة الإلكترونية PDF. كما أيضا بعض الاشتراك هو ما أخسر بعض المؤسسات جانب تمويلي. مالي. جانب تمويلي اللي هو شراء اقتناء الأعداد هذيك اللي كان جانب من التمويل. ولكن بصفة عامة البيئة الرقمية حاليا كما أسلفت القول أنها حقيقة تحدي. وكأنه صار الإعلام الجديد، ما يسمى بالإعلام الجديد، هو منافس للإعلام القديم إن صح القول، وأنا لا أحب تسمية القديم، لأن ما زالت المؤسسات الإعلامية وسائل الإعلام الجماهيرية لا زالت تواكب العصر، لا زال لديها قراؤها، لا زال لديها متابعيها، لا زال لديها مشاهديها الأوفياء. وبالتالي فكان لزاما عليها أن تساير هذا التطور، كان عليها وهذا ما نجده في التأقلم مع هذه البيئة وامتداد خلق الصفحات الإلكترونية. نعم، امتداد للمؤسسة العلمية، التواصل على شبكات التواصل الاجتماعي، صفحة رسمية على الفيسبوك، المقتطفات على الصفحات على اليوتيوب، على الانستغرام وغيرها. كذلك بالنسبة للصحفيين شاركوا بصفة مهمة في إيجاد المحتوى أو رفع المحتوى في البيئة الرقمية في شبكة التواصل الاجتماعي. وهذا أيضا ما يدعم المؤسسات أو وسائل الإعلام الجماهيرية التقليدية في البيئة الرقمية. شكرا لك. راح نتوقفوا لحظات مع هذا الفيديو réalisé par notre collègue Jawida Baba Ahmed, et nous reviendrons juste après pour continuer le débat. Restez avec nous. La liberté d'expression, pilier de toute société démocratique, ne se limite pas à la parole politique. Elle s'exerce aussi à travers les médias régionaux qui rapprochent le citoyen de l'information. Dans ce sens, la station régionale de Béchar a joué un rôle clé en donnant la parole aux jeunes, aux artistes, aux enseignants, aux agriculteurs et à tous ceux qui participent activement à la vie de la région. Elle a su, au fil des années, s'imposer comme un espace d'expression ouvert aux citoyens, aux associations et aux acteurs locaux. Grâce à ses émissions de proximité, ses reportages et ses débats, elle contribue à faire entendre la voix des habitants du sud-ouest algérien et à refléter la diversité culturelle et sociale du pays. Ainsi, en cette journée mondiale de liberté d'expression, la télévision publique algérienne réaffirme son engagement à faire des médias un espace de pluralisme, de responsabilité et de liberté au service du développement national et de la cohésion sociale. Un aperçu sur le travail au sein de la station régionale de Béchar avec toute l'équipe qui nous accompagne. نعود نرجعوا للحديث مع أستاذي الفاضل. كنا نحكوا في الكوليس على الجائزة نتاع رئيس الجمهورية اللي خصصها للصحفي المحترف، الامباكت نتاعها والأثر نتاعها على الصحفيين وفي المنافسة الشريفة على هذه الجائزة. نعم، حقيقة استحداث جائزة سنوية للصحفي المحترف ستقدم دعما وتحفيزا للصحفيين من أجل الرفع بالمستوى بالمحتويات حتى نشاهد إبداعا أكثر وتكون بيئة تنافسية بين الصحفيين فيما بينهم من أجل التنويع، من أجل الإبداع، من أجل خلق بيئة أخرى مساعدة على ممارسة هذه المهنة الشاقة حقيقة. أكيد. نعم. واللي راها تواكب ويعني عندها دفع لعجلة التنمية
وعجلة التطور بكل المناطق في أرجاء الوطن. نعم جميل. وما أيضا ما هو جدير بالذكر كذلك ما شهدناه عن رئيس الجمهورية هو الاجتماعات الدورية مع رؤساء المؤسسات الصحفية. حقيقة لم نشهد هذا سابقا، وكأن الرئاسة تقول لنا نحن منفتحين على وسائل الإعلام على المستوى الوطني بكافة فيما يخدم الوطن. نعم أكيد، وكلنا في مصلحة هذا الوطن وبالدفاع عنه يعني بكل نعم. بالقلم. قبل هي سلطة رابعة على كل نعم حال. هي سلطة رابعة كذلك، وهي منصة ومنبر للتعبئة الاجتماعية أكيد. كما أسند ذلك السيد رئيس الجمهورية لتعبئة والذود عن مقومات الهوية الجزائرية خاصة، وما نشاهده من خطر دولي بما يتعلق بالمساس سواء السياسة والأمن الوطني والهوية حتى الهوية الجزائرية. أكيد. من بين الأشياء اللي ممكن حققتها الجامعة في بشار أنه خرجنا بتخصصات في ميدان الإعلام السمعي البصري منذ سنوات، ممكن منذ 20 سنة ما كانش عندنا تخرج لصحفيين. نعم. اليوم راه عندنا تخصصات في كل ممكن الميادين بما فيها الإعلام، ممكن حتى في الماجستير والدكتوراه. نعم حقيقة جامعة بشار حاليا حصلت مكسب بالنسبة لجامعة بشار أن لديها قسم علوم الإنسانية الذي يفتح تخصص لعلوم الإعلام والاتصال حقيقة، ولكن نحن نأمل ونطمح في زيادة التخصصات خاصة ولدينا قدرات شابة. أكيد. لما تحتك مع الطلبة تجد هناك أصوات تلفزيونية، أصوات إذاعية، هناك من لديه شغف في الكتابة، هناك التعليق الصحفي، التعليق الرياضي، فكلها قدرات نريد أن نضعها في أماكنها الحقيقية وندعمها بشكل يسمح لها بتقديم الأفضل لهذه البلاد وللجامعة الجزائرية ككل. ممكن توقعاتك للمستقبل الإعلام في المنطقة؟ بالنسبة للمستقبل الإعلام في المنطقة أتفائل خيرا إن شاء الله أن يكون لدينا نفتح المجال أولا لهؤلاء القدرات الشابة، خاصة كما أسلفت الذكر أن لدينا طلبة حقيقة إعلاميين وكأنهم إعلاميين بالفطرة، كذلك ما يسمح لهم. لذلك أيضا ما أثني عليه مؤسسة التلفزيون الجزائري التي تفتح أبوابها لطلبتنا المتربصين. حقيقة يجدون متنفسا هنا واحتكاكا بالبيئة المهنية التي تشجع. نعم تشجع يعني وتفتح لهم آمال وآفاق. نعم نحن من نربيهم وندربهم على الخوض في غمار مهنة الصحافة. كلمة ختامية بهذه المناسبة. بهذه المناسبة حقيقة والله أستغل المنبر لتهنئة زملائي الصحفيين في يومهم هذا. دامت كل أيامكم أعيادا إن شاء الله، ودام الله عليكم بالصحة والعافية وبالتوفيق في هذه المهنة إن شاء الله. Amin, ya Rab. Shukran lik, Oustadna. C'était notre dernier invité pour ce plateau du 23 octobre 2025. Nous arrivons, chers téléspectateurs, au terme de notre émission. Je vous laisse avec cette pause musicale. Avant de vous quitter, je tiens à remercier mes amis.